Bonsoir à tous. Donc, on va pouvoir commencer. C'est parfait, vous pouvez vous installer confortablement. Donc, bienvenue à la présentation de Scalar. On est très heureux de vous présenter notre projet. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, vous allez assister pour la première fois au reveal de notre super fusée. Pour un petit récap du déroulé de la soirée, donc on va commencer par une présentation d'une trentaine de minutes où on va vous détailler un peu la conception de la fusée, ainsi que l'histoire de Scalar. Et ensuite, on se rejoindra à l'étage là-haut, donc on transportera aussi la fusée, comme ça vous pourrez l'observer de plus près. Et on pourra discuter autour d'un buffet de manière conviviale. Ah oui, je ne me suis pas présentée, donc moi je m'appelle Chloé, je suis la chef de projet Scalar 7. Et je vais passer le micro à Ludovic Bastien, qui va vous présenter l'histoire de Scalar. Donc, je me suis replongé un peu dans les archives du club pour faire un petit peu un historique sur le projet Scalar. Il faut savoir que Scalar, donc on est à la 7e version, Scalar 7. Et Scalar, ça a commencé avec Scalar 1 en 2015. Scalar, déjà, c'est un acronyme. Scalar, ça veut dire Super Hero Kansas Launcher. Vous pouvez le voir ici. Scalar 1, donc en 2015, c'était la première fusée du club, donc une SQ, entièrement réalisée par des étudiants. Et elle a été lancée au C-Space en 2015. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le C-Space, c'est un événement réalisé par le CNES et Planète Science tous les ans. C'est la campagne de lancement de fusées amateurs en France. Et donc on a eu un vol nominal de cette fusée, ici, et vous aurez une vidéo. Ensuite, en 2016, au C-Space, on a lancé Scalar 2. Scalar 2 qui, encore une fois, effectue un vol nominal. Donc, on est sur une fusée expérimentale avec donc, un CANSAT qui a été récupéré et avec son petit passager qui a survécu au vol. Ensuite, en 2017, on est passé sur Scalar 3. Scalar 3, c'est le début d'une longue quête pour Scalar. C'est l'envie de faire du vol piétagé. Piétagé, c'est-à-dire d'avoir 2 étages sur la fusée, avec donc 2 moteurs et un moteur qu'on a vu en vol. Scalar 3 n'a pas été lancé. Ils ont réussi à valider la fusée lors du C-Space, mais à cause de météo et comme ils ont validé il y a des jours, ils ont fait le choix de ne pas lancer cette fusée. Ensuite, en 2018, on était sur Scalar 4. Scalar 4 qui a été validé à 95%, donc il n'était pas 100% validé, et qui n'a pas été lancé puisqu'ils ont eu des problèmes d'électronique à casser un collecteur le dernier jour. Ensuite, on a eu Scalar 4B en 2019. Scalar 4B qui était encore la suite de Scalar 4, qui voulait encore faire du vol piétagé, et qui en milieu d'année s'est rendu compte que c'était trop compliqué et qui est revenu sur plus simple, entre guillemets, faire une fusée expérimentale avec un seul étage, donc faire que le 2e étage de cette fusée, avec l'idée de faire les 2 étages l'année suivante. Et donc ce vol donc, du 2e étage de Scalar 4 a été nominal, avec un CANSAT qui s'appelle Morgan, qui a été éjecté, mais non retrouvé, qui est au milieu d'un champ. Ensuite, on a eu l'année 2020 avec le Covid et le projet Scalar DS. Scalar DS pour Dual Stage. Donc c'était normalement la suite de Scalar 4, sur une fusée piétagée, mais comme il y a eu la pandémie du Covid, rien, ça a été annulé et le club a ensuite perdu beaucoup de compétences et de membres. Et donc on est venu ensuite l'échéance suivante, ça a été en 2024. Scalar 5 on a repris en 2022. Et donc de 2022 à 2024, on a redéveloppé les compétences qu'on avait perdues pour créer une fusée expérimentale. Et donc cette fusée Scalar 5 a été lancée au C-Space 2024 avec un vol nominal, un CANSAT éjecté à l'apogée, et encore une fois, un CANSAT qui n'a pas été retrouvé, qui est tombé dans le champ. Et l'année dernière, C-Space 2025, on a réalisé Scalar 6, vous pouvez voir ici. Donc on a validé cette fusée, on l'a lancée à 2 étages, le premier vol piétagé de Scalar. Et le projet, on le qualifie chez nous de semi-nominal et contrairement
En vrai, il est noté balistique, puisque le deuxième étage a fait un balistique, nous on a récupéré le premier étage, et le système de séparation des étages qu'on vous présentera juste après. Donc, ce qu'on peut retenir un peu de cette historique, ça fait maintenant 11 ans que l'Ecosphère existe, c'est que faire une fusée biétagée c'est compliqué, récupérer un CANSA possible, et on va voir maintenant une petite vidéo qui reprend tout ça.
partenaires donc, qui nous soutiennent pour ce projet. Donc, projet qui, je le répète, nous tient vraiment, vraiment à cœur, sur lequel nous passons de nombreuses heures, on travaille nuit et jour. Donc, Hyperspace, bien sûr, Arte Digital qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui, Excel qui nous ont offert les tubes, le pré-imprimé carbone, le composite, et bien sûr la Fondation Lisa Super-Héros qui nous soutient depuis le début de Scalar, et Lisa Super-Héros ainsi que l'association des élèves. Voilà, donc maintenant on va vous présenter Scalar 7 et Scalar. Et donc comment faire une fusée expérimentale. Donc pour ça, Julien va commencer par vous parler de stabilité. Merci. Alors, donc ce qui est important de savoir au niveau de la stabilité, donc qui est une des caractéristiques hyper importantes du cahier des charges imposé par le C-Space, c'est qu'on utilise deux logiciels de stabilité. Le premier, que vous pouvez voir ici, c'est OpenRocket. OpenRocket, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? C'est parce que c'est un logiciel de modélisation qui permet de modéliser la fusée facilement et précisément. On lui renseigne notamment certaines des caractéristiques des pièces, donc leur dimension, leur masse, leur position et leurs matériaux, et le logiciel va lui-même calculer la position du centre de gravité, la longueur totale de la fusée et la masse avec moteur de la fusée. Avant de continuer, je vais laisser Lucas définir certains termes. Donc très rapidement, pour mieux comprendre cet enjeu de stabilité et comment rendre notre fusée stable, je vais introduire un terme assez simple qui est la marge statique. Donc qu'est-ce que c'est la marge statique? C'est tout simplement la distance entre le centre de masse où s'exerce le poids et le centre aérodynamique où s'exercent donc les forces aérodynamiques telles que la portance. Et donc si cette marge statique est trop petite, la fusée ne contrôle pas assez les perturbations et le vol devient imprévisible, le vol devient donc instable. À l'inverse, si cette marge statique est trop grande, la fusée réagit trop aux perturbations, elle risque de se retourner et le vol devient surstable. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est dimensionner notamment les ailerons, la longueur de la fusée et l'ogive pour pouvoir rendre le vol stable. Merci. Alors donc, pour parler plus précisément de Scalar 7, on a fait plusieurs choix de conception, notamment 3, pour augmenter cette stabilité, sans pour autant augmenter trop la masse, ni augmenter le couple qui s'exerce sur le SSE, dont on va parler Ludovic plus tard. Tous ces choix ils ont été faits pour augmenter la marge statique, donc soit en remontant le centre de gravité, soit en abaissant le centre aérodynamique. Le premier choix, ça a été d'allonger la fusée. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais sur l'OpenRocket, la partie haute de la fusée, il semblait très vide. Ça, c'est parce que justement, on a rallongé la fusée pour que le contrepoids juste en dessous de l'ogive, il ait un plus gros effet au niveau du centre de gravité. Le deuxième choix, ça a été de modifier la forme des ailerons de la partie supérieure. Donc, vous avez ici les anciens ailerons, qui sont exactement les mêmes que pour la partie inférieure, qu'on avait donc fait à l'identique pour la partie supérieure et qu'on a changé cette fois donc, pour la partie basse, que vous voyez ici, afin d'augmenter la marge statique totale de la fusée. Et le dernier choix, ça a été de faire un contrepoids modulable afin de pouvoir le modifier facilement au moment du C-Space et donc de changer la marge statique sur le moment. Le deuxième logiciel, c'est Staprage. Donc vous avez un exemple ici. Ça, c'est l'exemple pour l'ensemble de la fusée. Staprage, il permet, en renseignant les informations que nous donne OpenRocket, donc le centre de gravité, la masse totale, la longueur et la forme des ailerons, si la fusée est stable ou non, en calculant automatiquement la marge statique et la portance. Je vais laisser Lucas continuer. Et donc cet enjeu de stabilité, il est double, puisqu'il est non seulement pour l'ensemble de la fusée, mais également pour l'étage supérieur seul. On peut voir son staprage juste en dessous ici. Et donc pourquoi? Puisque après séparation, l'étage supérieur continue sa trajectoire tout seul jusqu'à l'apogée, et donc on a dû également adapter les dimensions de cet étage supérieur pour pouvoir le rendre stable, sachant qu'on a des paramètres vitesse, altitude qui sont donnés par le premier étage qui est amené le second étage jusqu'à la séparation. Et c'est le continu. Maintenant qu'on a abordé la stabilité et la trajectoire de la fusée, on peut décrire un peu de quoi se compose notre fusée. Qu'est-ce qu'il y a en fait à l'intérieur de ces tubes en carbone?
Donc, on a fait un choix de présentation. On a choisi de présenter d'abord le haut de la fusée et de terminer par l'étage du bas. Donc, on va d'abord aborder ce qu'il y a dans la coiffe. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la coiffe? Il y a une cage élec. Donc, une cage électronique qui nous permet de mettre nos PCB, donc les cartes électroniques qui vont permettre de rendre la fusée vivante. Donc, dans cette cage électronique, on a le séquenceur, que j'aborderai juste après. On a aussi la carte expérience, donc là les petites antennes, les grandes antennes que vous voyez dépasser, et bien sûr l'alimentation avec les batteries. Et cette année, nouveauté par rapport à l'année dernière, on a un payload qui s'appelle Anema, on décrira un peu plus tard, et qui est juste en dessous, juste sur le bas de la coiffe. Commençons par le séquenceur. Donc le séquenceur, c'est le cœur de la fusée, c'est ce qui va permettre d'actionner tout ce qui va être servomoteur et donc d'éjecter le CADSAT en vol, d'ouvrir le parachute. Mais aussi, dans notre cas, ça permet de séparer les étages, donc notamment avec la détection de la séparation. Donc c'est une carte qui est connectée à la carte allumage, qu'on décrira juste après. Et donc là, sur le synoptique, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a les servomoteurs, qu'on a la détection de la séparation, qu'on a le buzzer qui nous permet de signaler l'état de la fusée en direct. Et au centre, on a bien sûr le microcontrôleur qui permet de regrouper tout ça et c'est lui qui c'est le cerveau de la fusée. On a aussi, bien sûr, un module inertiel donc qui va permettre de décrire l'état de la fusée en vol, donc l'accélération, dans quel état elle se situe. Je vais continuer sur la carte expérience. Donc la carte expérience, elle a pour but principal de nous permettre de mesurer toutes les informations qui nous semblent utiles sur le vol de la fusée et aussi de tester des choses. C'est intéressant pour nous. Donc cette carte expérience, elle embarque le même IMU que le séquenceur, qui est un IMU 9 axes avec accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, et accompagné d'un baromètre pour avoir une altitude précise de la fusée. Le plus important sur cette carte d'expérience, c'est un module GNSS qui va nous permettre de retrouver la fusée après qu'elle ait atterri. Et pour pouvoir réceptionner ces données GPS au sol, on a donc, les antennes que Chloé vous a montrées tout à l'heure et qui sont situées en haut de la carte, et donc juste en haut de la coiffe ici. Donc c'est le but principal de cette carte d'expérience. Mais elle embarque aussi, elle vient aussi gérer deux caméras qui sont situées dans l'étage supérieur, une dans la coiffe de la fusée et une qui sont situées au niveau du moteur de l'étage du haut. Elle vient aussi mesurer les déformations de la fusée via des jauges de déformation. Et pour ça, je vais laisser Sergueï en parler plus en détail. Merci beaucoup. Comme l'a dit Thomas, effectivement, l'une des expériences de Scalar 7, ça va être de mesurer les déformations du corps de la fusée pendant son vol. Donc pour cela, on va l'équiper de jauges de contrainte. C'est le petit composant doré que vous voyez là. Ces jauges, on va les disposer dans un circuit qu'on nomme pont de Wheatstone afin d'amplifier les valeurs de sortie qu'on a de ces jauges. Et ces ponts, on va les disposer de manière symétrique tout autour du corps de la fusée afin de mesurer non seulement l'amplitude de ces déformations, mais aussi pour connaître exactement le plan dans lequel se trouvent ces déformations. Mais Scalar 7, ce n'est pas que la biais étagée, c'est aussi des mini-fusées, dont une que nous avons lancée en janvier dernier, et ceci afin de tester la liaison air-sol et aussi les premières versions du logiciel de vol. Et nous allons lancer cette deuxième mini-fusée en mai prochain, avec l'objectif de tester un système de télémétrie double, c'est-à-dire qu'il y a deux antennes dans la mini-fusée qui transmettent en même temps les données de vol, c'est-à-dire par exemple la position, la vitesse, et ceci en live. Donc on continue sur la coiffe.
Donc, juste en bas de la coiffe, on a, comme je disais tout à l'heure, une charge utile cette année. Donc, cette charge utile, c'est un accéléromètre analogique donc, qui va venir mesurer, c'est un accéléromètre un axe qui va mesurer avec un système de masse ressort l'accélération de notre fusée. Donc, le principe, c'est qu'on a une poutre qui est fixée juste ici avec une petite masse qui est au bout. Et quand la fusée accélère, ça va créer de la flèche sur cette poutre. Et donc, quand la masse se déplace, ça va faire varier la distance au sein d'un pont capacitif. Et en fait, on transforme cette variation mécanique en tension. Et cette tension, on la mesure avec le microcontrôleur qui est embarqué sur les cartes électroniques. Et on peut mesurer des accélérations de minimum 3G, ce qui est largement suffisant dans notre application. Donc maintenant, on va parler des systèmes d'éjection. Donc on passe juste en bas de la coiffe, donc juste ici. Tout à l'heure, je n'ai peut-être pas bien précisé ce qu'était un vol nominal comparé à un balistique. La différence, c'est un parachute qui s'ouvre correctement pour récupérer la fusée. Et donc pour ça, il faut une cage parachute qui éjecte le parachute en vol, de préférence à l'apogée pour avoir le moins d'effort possible. Cette cage parachute, vous pouvez l'avoir ici, dans la partie supérieure du tableau. Et donc le concept, c'est un servomoteur que vous voyez tout en haut, qui bloque une trappe. Et derrière cette trappe, on a un ressort qui vient forcer l'éjection de la trappe et du parachute. Et différence par rapport à l'année dernière, on apprend un peu nos erreurs, c'est qu'on a ajouté une bague en aluminium exprès ici pour reprendre l'effort du parachute, puisqu'on est dans des efforts de l'ordre de plus de 150 kg. Ensuite, on a un CANSAT à éjecter en vol. C'est un petit peu le même principe, c'est une trappe qui est bloquée par un servomoteur. Et donc vous voyez le système d'éjection du CANSAT ici, avec un CANSAT qui fait la taille d'une canette de soda qui sera à l'intérieur, et un ressort qui vient éjecter le CANSAT. Et derrière cette cage parachute, on voit l'IHM. Donc l'IHM, c'est quoi? C'est l'interface homme-machine, ce qui va nous permettre de savoir l'état des cartes électroniques avant le vol et aussi d'actionner les différentes cartes, donc de mettre sous tension le séquenceur ainsi que la carte d'expérience, mais aussi de tester les servomoteurs, donc les servomoteurs parachute et le servomoteur CANSAT, donc avec les petits boutons qui sont là. Et donc on a aussi des voyants tout autour qui permettent de visualiser concrètement l'état de la fusée. On va maintenant passer au CANSAT. Donc le CANSAT 12 Calar, c'est la mission de la fusée à la base. Donc ce CANSAT, il a pour expérience de mesurer les aérosols durant sa descente. Et il embarque avec lui un GPS et un module LoRa pour de la télémétrie, afin qu'on puisse se retrouver étant donné sa taille. Ce CANSAT, il a aussi un rôle double. Comme vous pouvez voir, si vous avez peut-être remarqué, il utilise un STM32 pour les connaisseurs. Contrairement à tous les microcontrôleurs qu'on utilise sur la fusée, qui sont des Pico, le STM32, c'est un microcontrôleur qui est plus utilisé dans l'industrie. Et on va donc vers une transition du club et une montée en compétences pour se rapprocher de ce qui se fait dans le monde professionnel. C'est à peu près tout sur le CANSAT. Il a donc un double rôle, la montée en compétences du club et les mesures de la mission de la fusée. Je vais maintenant aborder la carte allumage. Donc la carte allumage, c'est, je pense, l'endroit le plus sécurisé de la fusée, parce qu'elle a la lourde tâche de devoir allumer le moteur du deuxième étage que quand on en a envie, et pas à des moments aléatoires. Donc cette carte allumage, elle reçoit des ordres du séquenceur, et elle a aussi des sécurités mécaniques, donc avec une clé et un jack qui sont retirés avant le décollage, pour garantir que le moteur ne s'allume pas quand on en a pas envie. Vous l'avez peut-être aussi remarqué sur les cartes électroniques qu'on vous montre depuis tout à l'heure, il y a des connecteurs qui sont quand même assez gros. Ça, c'est du Retex de Scalar 6. En fait, on a passé beaucoup de temps sur les câbles, sans doute bien trop, des nuits entières. Et donc, on a choisi de changer le connecteur pour avoir quelque chose de plus simple à monter
et aussi de plus fiable. Avec ces connecteurs-là, on pourra garantir la fiabilité de nos signaux. Merci Thomas. Alors on passe sur la pièce qui est probablement, enfin même on va dire le système qui est probablement le plus important du point de vue mécanique, le système de séparation interétage, aussi appelé SSIE. Donc bien évidemment dans une fusée biétagée, il y a forcément un système de séparation interétage, ça vous vous en doutez. Il est situé à une interface entre les deux tubes, entre les deux étages, et il est composé de deux parties principales, une partie supérieure qui est solidaire du deuxième étage, et une partie inférieure, elle-même composée de deux pièces, une partie fixe et une partie mobile qui est contrôlée par un servomoteur. Alors le fonctionnement rapidement, la partie mobile va venir pousser, lorsqu'on ferme le SSIE, des billes qui vont venir se loger dans des interstices de la partie supérieure, et ces billes, une fois logées dans ces interstices, ne pourront pas bouger, ce qui va figer les deux pièces ensemble. Et lorsqu'on souhaite l'ouvrir, il suffit de faire tourner le servomoteur de la partie inférieure, ce qui va venir libérer les billes, et ensuite des ressorts montés en haut de la partie inférieure vont venir séparer les deux pièces pour assurer une séparation brève. Là, il y a 6 ressorts qui poussent chacun environ 5 kg, donc il y a à peu près 30 kg de poussée, ce qui est suffisant pour générer une distance, pour séparer la fusée de quelques dizaines de centimètres. Et ça assure une séparation brève et suffisant pour pouvoir permettre l'allumage du moteur supérieur. Alors ces pièces, elles sont usinées au DMSM et elles sont en aluminium. L'année dernière, c'est un système qui a été conçu l'année dernière et qui a été repris cette année et retravaillé. On a fait notamment une grosse amélioration, c'est qu'on a rajouté des fenêtres en fait, à la fois dans la partie inférieure et dans le mobile, pour 2 raisons. La première raison, c'est pour gagner en masse, parce que c'est un système qui est très lourd. Et la deuxième raison, c'est pour permettre d'avoir des évents, c'est-à-dire des ouvertures à la fois dans le SSIE, mais aussi sur la carbone, qu'on peut voir ici, qui vont permettre, en cas d'allumage du second étage sans séparation, aux fumées du moteur de s'échapper et de ne pas créer de surpression, ce qui endommagerait la fusée en vol. Et ce système, il est critique puisqu'il doit être à la fois fiable, on doit être certain que la séparation arrivera en vol, lorsque on fera allumer le deuxième étage. Et il y a aussi un enjeu structurel derrière ce SSIE, puisque c'est une source de jeu, et il y a un critère du cahier des charges imposé par le CNES, qui est d'avoir une flèche sur la fusée qui soit faible. Or, vu qu'il y a beaucoup de jeux au niveau de la jonction des deux étages, il faut que les tolérances soient très faibles, ce qui est un peu contradictoire avec, ce qui rend plus compliqué d'avoir un système fiable, mais il faut des tolérances très faibles pour ne pas augmenter drastiquement le jeu et rester dans le cahier des charges. On passe maintenant à l'étage inférieur. Donc on a cette fois-ci une nouvelle cage élec qui est qui contient globalement la même électronique que l'étage du haut, à quelques différences près. Donc pour la carte expérience, la différence majeure, ça va être les antennes patch. Donc on a 2 antennes patch de chaque côté du tube de la fusée. Là, ça permet de contrer l'effet de cage Faraday que crée le tube en carbone. Ainsi qu'on a une autre subtilité sur le séquenceur, c'est que c'est la carte qui va venir contrôler en fait le moteur du SSIE, qui va venir tourner le mobile à l'intérieur. Donc on a un nouveau composant, donc un petit courant H, qui va nous permettre d'actionner ce moteur. Donc maintenant qu'on vous a parlé de tout ce qui est carte électronique, moi je vais venir vous parler de ce qu'on va mettre dans les cartes électroniques, c'est-à-dire le logiciel de vol. Donc globalement le logiciel de vol va reprendre les fonctions des cartes électroniques, c'est-à-dire une carte expérience qui va agréger les données et les transmettre par télémétrie, et 2 cartes de contrôle de la fusée qui nous permettent de séquencer le vol. Donc on les appelle comme les cartes électroniques, carte expérience, séquenceur ou séquenceur. Donc le logiciel de vol, on va d'abord parler du séquenceur puisque c'est la partie entre guillemets la plus intéressante, puisque c'est ce logiciel qui va être chargé de séparer la fusée et d'allumer le moteur, également de détailler le parachute, etc. Mais c'est le logiciel chargé de toutes les parties critiques de la mission.
Et donc, on a besoin d'avoir un cycle de développement un peu plus long, un peu plus rigoureux que pour un logiciel classique. Donc, on a appliqué la méthodologie suivante. D'abord, on a commencé par faire un modèle de la fusée en SysML qui nous a permis du coup de travailler avec toute l'équipe, puisque le SysML est quand même quelque chose de visuel. On a ensuite encodé dans un modèle checker pour faire une première vérification de notre logiciel. On l'a implémenté ensuite en programmation. On est en train de faire des tests et des vérifications et on passe ensuite à l'intégration. Donc, je vais détailler chacune de ces étapes. D'abord, le logiciel de vol. Donc, les diagrammes sont un petit peu agressifs visuellement, je vous l'accorde, mais ils ont l'avantage d'être très complets et de permettre au logiciel de simuler un vol complet finalement. Et ils nous permettent également d'être très clairs vis-à-vis du reste de l'équipe sur ce que fait le service de vol et ce qu'il veut faire. Ensuite, comme le diagramme est très complet, il est aussi également possible de vérifier pour le logiciel qu'on va utiliser. Donc, on est passé sur un modèle checker un peu plus puissant, on a également un style système et ça nous a permis de valider de manière un peu plus formelle certaines de nos exigences, notamment typiquement, vous voyez ici, le fait que le SSE ne va pas, se séparera au bon moment et que s'il se sépare, on arrivera dans l'état de séquenceur qui est désiré. Et enfin, on a implémenté le logiciel de vol donc dans deux langages, d'abord en Lustre pour tout ce qui est la logique pure, puisque Lustre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage qui est parfaitement fait pour ces applications critiques. C'est un langage qu'en plus on peut vérifier avec l'outil CAL2, donc ça on verra jusqu'au là. On va écrire les drivers en C, on a écrit les drivers en C, donc pour certains tracés avec le reste de la fusée. Donc vous voyez là, encore une fois, on a pris l'exemple de l'étage de séparation, de l'état de séparation, pardon. Donc on voit la fonction qui est chargée d'envoyer les différents signaux, et ensuite toute la transition vers l'état suivant, qui est la mise à feu de la fusée. Et donc, pour ce qu'il nous reste à faire par rapport à ça, puisque c'est le logiciel le plus complexe, ce n'est pas encore fini, il nous reste donc à intégrer les codes, à vérifier le code Lustre. Alors, en espérant que tout va bien, mais normalement, il n'y aura pas de problème, c'est déjà vérifié. Et éventuellement améliorer le modèle, puisqu'on a certaines étapes où on s'est dit que la façon dont on a développé le logiciel n'était peut-être pas optimale, pas suffisamment rigoureuse, et donc ce serait bien de faire certaines passes. Et enfin, si jamais il nous reste du temps, on pourrait essayer de générer des binaires certifiés via Concert. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Et donc, la partie un peu plus facile, un peu moins technique, c'est le logiciel de vol. Donc, là, pour le coup, est un logiciel classique. Donc, on a appliqué des méthodes de développement beaucoup plus classiques. Et la seule difficulté qu'on s'est imposée, c'est l'utilisation d'un ActOS, donc d'un système d'exploitation par réel. Donc, un système d'exploitation pour les gens qui ne font pas forcément l'informatique. C'est un logiciel qui permet d'organiser et d'orchestrer toutes les tâches qui ont lieu sur un microcontrôleur. Ça nous permet d'utiliser les deux cœurs de la carte qu'on utilise au lieu d'un seul. Et ça nous permet également de nous rapprocher de ce qui se fait dans le monde industriel de façon chère. Et, je passe mon tour. Enfin, avant de vous libérer pour le buffet, je sais que vous attendez tous cela, on arrive sur la dernière grosse pièce mécanique présente dans la fusée. Il y en a deux, ce sont les bagues de reprise de poussée moteur. Elles sont toutes les deux situées aux extrémités du tube, des deux étages. Donc, il y en a une ici et une au niveau du SSE, juste au-dessus. Et leur rôle, comme leur nom l'indique, c'est de reprendre les efforts de poussée du moteur et les distribuer sur la structure afin de propulser la fusée en avant. Donc, ces bagues, elles ont deux contraintes principales. D'abord, elles doivent être suffisamment solides pour pouvoir subir les efforts des moteurs sans casser. Elles doivent aussi être pratiques, puisque ces bagues vont être manipulées par le pyrotechnicien qui va installer les moteurs une fois que la fusée sera sur la rampe. Et avec des gros vents, c'est pas simple. Donc, elles sont composées de deux pièces. La bague en elle-même qui va reprendre les moteurs, et le pyrotechnicien ici présent, qui nous a fait des retours l'année dernière, c'est pour ça qu'il ont été modifiés. Et une deuxième pièce qui va venir se visser une fois le moteur mis en place pour le tenir et le tenir en position. Comme ces pièces doivent être solides, on a réalisé des simulations éléments finis, donc FM en anglais, pas que sur ces pièces, d'ailleurs sur plein de pièces mécaniques de la fusée, sur plein de systèmes. Et ici, on a décidé de montrer celle-là. Donc il y a beaucoup de simulations FM qui ont été réalisées afin de vérifier la tenue mécanique de différentes parties de la fusée et pouvoir guider le dimensionnement de certaines pièces. Et sinon, ces pièces ont aussi été usinées comme toutes les pièces métalliques et toutes les pièces composites de la fusée au DMSL par Mathieu L'Hospital ici présent, qu'on remercie. L'excellentissime Mathieu. Et par l'équipe.
moi, c'est et Xavier Fouquier aussi, qui nous a permis de réaliser toutes les pièces composites ici même à Super Héros. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Vous avez vu tout ce qui était à l'intérieur, mais pour la fabrication des tubes, on est sur un composite carbone en pré-imprégné. Donc il y a une première étape de drapage que vous pouvez voir à gauche, une étape de serrage avec du film plastique. Ensuite, ce tube passe au four pour être beau. Et après, il faut découper ces tubes. Donc on utilise des plans qu'on appelle des patrons pour découper, pour savoir où découper les tubes. Donc il y a 3 tubes à enrouler comme ça prend un peu de temps. Et une fois qu'on a ces plans, on n'a plus qu'à découper ces tubes. Bien sûr, sous hotte respirante des MSM, avec des masques pour protéger ses poumons, etc. Parce que c'est pas non plus un matériau super sympa. Mais ça nous permet d'avoir une magnifique fusée avec des beaux tubes en carbone. C'est la fin de la présentation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'en profite pour remercier encore une fois tous nos partenaires qui s'affichent à l'écran. On a le temps pour prendre 2 ou 3 questions avant de se rejoindre au buffet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous. Petite question rapide, vous en avez pas parlé, la liste visée de la fusée, vous avez une idée un peu le stade pragmatique? Oui, alors, Adrien, tu peux répondre? Je te laisse faire la présentation. Après, du coup, j'ai récemment repesé toutes les pièces et essayé de les mettre à peu près à leur endroit dans la fusée sur le Open Rocket. Donc, avec le Open Rocket et la configuration pour les moteurs, on arrive à peu près à 2100 mètres d'altitude pour l'instant. Je ne sais pas s'il y aura d'autres modifications entre temps, mais. Merci. Une autre question? Bonsoir. Alors moi je suis juste curieux. Par contre, c'est quoi l'objectif final en fait à bord du challenge technique qui est énorme? Vous utilisez pour avoir une captation de données particulière? Il y a une arrière-pensée à bord du challenge? Aller plus haut, chercher quelque chose en particulier? Pas d'objectif spécial? Je peux commencer à répondre à cette question. Donc évidemment, on embarque Évidemment, il y a des défis techniques qui est très intéressant, construire une fusée, apprendre à usiner à faire des pots carbone, apprendre à faire du logiciel de vol, apprendre à faire des cartes électroniques, c'est quelque chose qui est très formateur. Mais l'objectif de cette fusée, c'est aussi d'embarquer des expériences, notamment cette année, donc l'accéléromètre analogique, qui a lui tout seul un défi technique, mais aussi le CANSAT, les jauges les jauges de déformation sur le tube de la fusée. Le but, c'est quand même de prendre des mesures en vol de base. Mais bien sûr, le défi technique est très enrichissant pour nous. Bon, je passe la parole à Nicolas Verdier. Merci, déjà bravo pour votre présentation, c'est super. Et puis pour le travail en c'est de la fusée, on a vraiment pouvoir voler. J'avais juste une petite question de curiosité par rapport à la pièce que vous avez montrée. Elle semble fondue, là, je voulais juste savoir faire quoi. La pièce de reprise. Alors effectivement, sur l'une des dernières slides qu'on a présentées, il y a effectivement du coup la pièce de reprise de booster moteur. Et il y a effectivement une fente au centre. Alors c'est une très bonne question, pourquoi cette fente? Cette fente, elle est là pour la dilatation thermique. C'est-à-dire qu'en vol, la fusée le moteur va générer, comme vous y attendez, énormément de chaleur. Donc voilà, il faut imaginer que le moteur rentre du coup au centre de la vague et il va générer énormément de chaleur. Et donc après le vol, une fois qu'on récupère la fusée, il faut pouvoir retirer le propulseur
Et à cause de la dilatation thermique, s'il n'y a pas cette fente, il est bloqué en fait dans la vague et on n'arrive pas à grossir. Du coup, voilà, on a rajouté une fente pour simplifier le retrait des propulseurs. Ouais, c'est bon, c'est pourquoi pas. Il y a une question. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se retrouver à l'étage pour le buffet. Et bien sûr, on va amener la fusée, donc vous pourrez la regarder de plus près et nous poser toutes les questions que vous avez. Merci.